Salut à tous, c'est Lucas. Je reviens pour une deuxième partie. J'ai eu un bug malheureusement lors de la première partie. Du coup, je reviens pas exactement au même point qu'à la fin de la première partie. Je voudrais développer un dernier argument pour ne pas c-bet as-roi dans ce spot-là. C'est la notion de protection de range. Et ici, c'est le fait de protéger sa range de check face à nos adversaires sur ce board-là. Donc, avant de regarder dans Poker Equilab les données qu'on peut observer en analysant les ranges de check, je vais essayer de faire une image un peu grossière de la chose, pour que ça soit un peu plus compréhensible. En gros, Nico, il s'est bet 80% du temps, ce qui est beaucoup, hein. Le standard, c'est plutôt entre 50 et 60 chez pas mal de joueurs. À cette fréquence-là, on n'est pas capable de couvrir tous les bornes et on peut pas valoriser et semi-bluffer autant de combinaisons dans notre range. Donc 80%, c'est assez excessif. Et du coup, c'est plutôt exploitable. Donc les joueurs sont quand même de plus en plus compétents. En tout cas, ils ont tendance à beaucoup se défendre en tout cas. Et du coup, si les joueurs observent qu'un adversaire a ses bêtes une tonne, bah il peut l'exploiter assez facilement. Plusieurs choses, bah déjà il peut raiser ses bêtes de l'adversaire plus souvent parce que sa range est trop large pour ses bêtes une bonne partie des bornes. L'autre exploitation qu'il peut avoir, bah, c'est il peut coller beaucoup de ses bêtes et faire un move derrière, soit en check raising la turn, soit en misant la turn en donk bettant, ou alors en attendant un check turn parce que Nico est pas capable de barrel trop souvent, et du coup on peut bluffer la river assez facilement. Plein de spots comme ça qui font que on peut exploiter cette tendance à ses bêtes un peu trop. Et l'autre exploitation qu'on peut avoir aussi, c'est que quand Nico il check, on sait qu'il abandonne quasiment tout le temps. Euh, je m'attends pas à ce qu'il slow play beaucoup. Alors je sais pas si comment il construit ses ranges, si c'est totalement établi ou si c'est du feeling ou si c'est voilà en fonction des reads de chacun. Ça tu pourras me le dire ou nous le dire dans les commentaires de la vidéo. Mais je m'attends pas à ce que Nico slowplay, vu qu'il s'ébête sur vraiment énormément de combinaisons. Faut pas qu'il slowplay, du coup, quand il aura les nuts, il faut se faire valoriser au max. Et ça va marcher assez souvent, vu qu'il est agressif, ça devrait pouvoir extraire de la value assez souvent. Du coup, quand il check, il est souvent en abandon et du coup, on va pouvoir souvent l'agresser, le bluffer, turn et river, et on va souvent pouvoir prendre le pot qui est au milieu quand on joue contre lui. Du coup, au niveau des ranges, ça donne quoi? Donc, on va revenir sur la range préflop de Nico. Ça, c'était sa range de c-bet. Donc, sa range préflop, elle était ici. Sa range de c-bet, c'était ça. Du coup, sa range de check, c'est tout ce qui reste, hein, c'est totalement logique. C'est les 6% restants sur les 21 qu'on avait au départ. Donc, 15 plus 6 égale 21, je pense que je suis dans les clous. Donc, il reste roi dame off, roi valet off, dame valet off et les petites paires, et tous les mains suitées qui ne contiennent pas de carreaux et pas de pique. Voilà, donc ça c'est la range de Nico, sa range de check. Et du coup, comment elle se comporte contre les deux ranges adverses? On voit qu'elle est pas favorite, elle est à 24%. Ce qui est logique, hein, notre range de check, il n'y a pas de value dedans, donc c'est logique qu'on soit pas favori. Maintenant, on a une équité qui est vraiment faible par rapport aux deux autres. On va regarder la range que moi j'ai de check. Donc je vais vous remettre la range que je sais bête. Donc moi j'ai pas tous les As-Roi off, les As-Dame off, les As-Valet off et les As-10 off. Et du coup, ma range de check, c'est pour la même chose que Nico, c'est l'inverse. Donc moi toutes ces mains-là, je les ai. Maintenant je me suis trompé, je pense que j'ai de temps en temps des 9. Et je vais garder 10 et 9, 9 et 8. Parce que c'est des mains qui sont bien à checker. Je vais avoir des turns profitables pour moi, donc des 10, des valets, des 6 qui vont me donner des tirages quintes, des 5 aussi qui vont me donner des tirages quintes avec la combinaison que j'ai.
et je peux pas extraire beaucoup de value avec mon kicker 8 ou mon kicker 10 avec ma top pair. Donc c'est des mains que j'aime bien aussi garder dans ma range de check. Du coup, bah, on va voir que ma range de check, elle se comporte mieux contre les deux ranges. Donc elle est pas favorite, c'est normal, mais elle gagne 4% d'équité par rapport à la range de Nico. C'est vraiment pas négligeable. Du coup, on va voir dans ce spot particulier comment les ranges interagissent. Du coup, on va repartir sur la range de Nico et on va voir sur l'as de trèfle ce qui se passe. Bah, la range de Nico, ça change rien. Sa range de check au flop et au turn, c'est la même. Elle est toujours faible, elle est toujours dominée. Par contre, ma range, elle va beaucoup mieux jouer. Et du coup, faut que je rajoute 10 et 9. Elle va beaucoup mieux jouer et elle devient favorite par rapport aux deux autres mains. Donc voilà, c'est un concept assez intéressant. Avoir une range de check un peu plus forte et notamment garder beaucoup de terrasses. Parce que voilà, à ce roi ici dans ce spot, contre la small blind et la big blind, je vais coller beaucoup de turns. Alors si la small blind bet et que la big blind call et que j'ai pas touché, forcément je vais jouer assez tight et je vais folder. Si j'ai pas touché, bien sûr. Maintenant, si c'est un 2, un 3, un 4, je vais pouvoir coller avec ma terrasse parce que je joue contre plein de tirages quintes, contre plein de tirages couleurs, contre des bluffs aussi, un peu tout et n'importe quoi. Le but c'est de payer, de voir un peu d'aviser la river. Je vais pouvoir de temps en temps réaliser mon équité, checker et gagner avec Motor As. Et puis même si je perds, bah c'est pas grave parce que je pense que ma range joue plutôt bien contre la range adverse. Et puis de temps en temps, bah là comme c'est le cas, je vais toucher ma carte qui améliore fortement ma main. Je vais toucher ma Motor As et bah, je vais pouvoir déjà payer tranquillement et jouer un pot un peu plus petit. Ça va pouvoir je vais pouvoir aller au showdown un peu moins cher avec une main relativement forte. Donc c'est quand même intéressant. Donc essayez de réfléchir aussi bien à votre range de c-bet qu'à votre range de check-back. Il faut pas que votre range de check soit trop exploitable. Il faut pouvoir mettre des mains relativement fortes dedans pour pouvoir combattre, pouvoir se défendre à la turn et pas non plus abandonner tout le temps quand on check. Voilà, donc ça c'était un point qui me semblait être super intéressant. Et du coup, on va pouvoir revenir à la fin de la première vidéo où j'allais étudier la range de call de notre adversaire au flop. On va revenir sur la range de Nico, donc sur la main spécifique de Nico, et on va repartir sur la range de la big blind. Donc la big blind, il avait 59% des mains pré-flop. Et moi, j'avais dit dans la première vidéo qu'il n'allait pas folder souvent, et du coup, bah, j'ai construit sa range de call face au c-bet de Nico, et ça donne ça. Donc il va passer de 59% à 43%. Alors cette range, elle est peut-être pas parfaite, mais moi je pense qu'il va coller un petit peu avec tout ça. Alors il va coller avec toutes les paires, bien sûr tous les 7, tous les 9, ça c'est clair. Tous les tirages quintes, enfin tirage quinte, donc j'entends tirage quinte par les deux bouts, gut shot, bien sûr toutes les hauteurs as aussi. Je pense que sur les boards pairés, il y a énormément de joueurs qui vont payer avec hauteur as, que ce soit suité ou dépareillé. Et après, il va coller avec tous ses flush draws. Donc tout ce qui est en bleu foncé, c'est tous ses flush draws. Et tout ça, ça représente 43% des mains, donc comparé aux 59% qu'il avait avant. Donc déjà, pour revenir à la première vidéo, on voit que on n'avait pas beaucoup de fold equity là-dessus. Parce que là, il garde quasiment 75-80% de ses mains qu'il avait dans sa range pré-flop, bah, il les garde dès le flop en payant une mise. Donc ça, c'était vraiment aussi une preuve que bah, le c-bet était pas forcément génial parce qu'on allait se faire call par une tonne de mains. Donc ça, c'est la range que j'ai effectuée pour la big blind. Donc As-Roi par rapport à cette range, au flop, on n'est pas favori. Voilà, on est à 42%. Cette combinaison-là, par rapport à cette range de call, on est à 42%. Au flop, hein. On parle pas de la turn.
Donc on sait qu'on a ces bêtes un peu loose, du coup bah on n'est pas favori, on n'a pas une équité géniale. Et si on regarde notre range par rapport à la range de call, donc si on part à la range de Nico de ces bêtes, on voit qu'elle est à 53%. Donc encore ici, notre As-Roi, notre combinaison par rapport à notre range de ces bêtes, qui est déjà très très loose, bah elle joue moins bien. Donc ça, c'est encore une donnée en plus pour bah, ne pas avoir envie de ces bêtes notre As-Roi. Alors, pour revenir au point, pour pas me perdre, maintenant, on va voir comment le As-Roi à la turn joue contre la range de call ces bêtes. Donc sachant que ici, notre As-Roi, il va vraiment être content de voir la turn avec l'As de trèfle. Ici, il y a une inversion d'avantage de range. Clairement, on a énormément d'as dans notre range. Du coup, ça paraît logique que sur cet as, bah, on va avoir une grosse domination de l'adversaire en termes de range. Donc là, 73-26, c'est assez énorme. Et notre range, par rapport à notre adversaire, on est à 56-43. Donc ici, là, notre combinaison joue mieux que notre range. Du coup, a priori, il faut bet. Maintenant, je suis assez modéré là-dessus parce que on a fait une erreur au flop. En fait, on a fait une erreur au flop, on a c-bet trop ici, on a c-bet notre as-roi qu'on n'aurait pas dû c-bet, et du coup, on n'a pas forcément envie de barrel. Bon ça, on ne savait pas forcément parce que Nico, voilà, il a bet ici, il voulait souvent prendre le pot, ici, voilà, bah, il est super content, il se dit qu'il a de la value encore à extraire et que ça vaut le coup d'envoyer une deuxième mise. Sauf que maintenant, quand il se fait check raise, il est vraiment totalement dans le brouillard. Il sait pas vraiment ce que son adversaire va faire. Moi, je suis plutôt d'avis de checker ici, juste pour contrôler la taille du pot, et juste pour pas se mettre dans un spot de merde, où on sait pas vraiment si on a de la value. Contre un 7, bah, on n'a pas envie de mettre les stacks au milieu. Contre un 9, je pense qu'on est capable de prendre une mise, mais pas deux. Donc ça paraît ambitieux de miser turn et river et de se faire hero call par un 9. Donc j'aurais plutôt envie de check le turn pour essayer d'aller prendre une mise river en gardant un pot plutôt petit plutôt que de bet ici comme Nico l'a fait et se retrouver dans un spot de merde si notre adversaire nous raise ou s'il colle on sait pas forcément où on est. Maintenant s'il colle on est quand même pas trop mal et par contre s'il fold bah, on n'optimise pas sur ses mains. L'intérêt de bet quand même aussi par rapport au check, c'est qu'on va value les flush draws. Maintenant, les flush draws aussi, de temps en temps, ils vont nous bluffer river quand ils n'ont pas touché. Donc là, on peut être modéré sur le fait de miser ou de checker. Donc ici, vraiment, la ligne à la turn entre miser ou checker, c'est très compliqué. Je vais pas trop l'analyser, vous pourrez peut-être répondre aussi dans les commentaires. Mais moi je sais pas trop quoi faire ici. Comme on a fait une erreur au flop, cette erreur-là, on la payera tout le temps. On la payera plus tard, turn river dans beaucoup de spots. Et moi je serais d'avis de plutôt check, mais on a gagné aussi un avantage de range en touchant l'as. Donc comme on peut le voir ici, donc a priori maintenant cette combinaison-là, il faut qu'on la mise pour valoriser. Maintenant on tombe sur la pire la pire façon possible, c'est que maintenant on se fait raise et du coup on est un peu dans le noir, on est vraiment dans le brouillard, on sait pas trop quoi faire. Et on sait pas s'il faut qu'on colle ou s'il faut qu'on fold. Donc là, ici, on a qu'une chose à faire, c'est on va analyser la range de check raise à la turn de la big blind. Donc ça c'est pas dur à faire, on va reprendre les ranges, on va aller sur la big blind. Donc ici, on était voilà, sur sa range de call au flop, et bah, quelles est les mains ici dans toutes ces ranges qui peut check raise au flop. Donc là, moi, j'ai travaillé un petit peu, je l'ai fait avant,
la range de check raise turn de la big blind. Donc on va passer de 43 à 18%. Donc en gros, c'est quand même quasiment 50% de range que j'ai mis qui pouvait être check raise. Alors qu'est-ce que j'ai mis dedans? Moi j'ai mis tous les 7x, donc tous les mains avec un 7, ce qui paraît logique. Donc toutes les mains qui ont des nuts. J'ai mis de temps en temps As Valet off, As 10 off pour top pair tout simplement. Les gars aiment bien raiser top pair. Bien sûr As 9 pour 2 paires, As 7, bon je l'ai déjà dit. Après j'ai mis aussi tous les As suités avec le flush draw. Donc là le gars a top pair et a flush draw max. Donc il va peut-être relancer pour essayer d'extraire de la value. Après j'ai mis quelques bluffs quand même. Il va bluff de temps en temps. J'ai mis des gutshots. Valet 8 off, 18 off. Enfin 18 off c'est pas une gutshot mais Valet 8 off, Valet 10 off. J'ai mis aussi des combos draw, Valet 10 de carreau, Valet 8 de carreau, 18 de carreau, 8 6, 8 5 et 6 5 de carreau pour des flush draw et des tirages quintes. Ça me paraît correct. J'ai bien sûr enlevé tous les 9. Donc lui, il avait énormément de 9 dans sa range. Donc à part As 9, il va jamais raiser une main type 9 et 10, 9 valets, des mains comme ça a aucun, ça a en tout cas pas trop de sens de le faire. Du coup, on voit qu'il a quand même une grosse partie de check raise. Donc ça peut montrer aussi le fait qu'on n'a pas forcément envie d'envoyer un deuxième barrel parce que on s'attend aussi, on peut s'attendre à prendre pas mal d'actions. Alors, la range ici de check raise, elle est pas parfaite, elle est discutable. Moi, je pense que c'est pas trop mal. Maintenant, on pourrait la mettre plus tight. Donc déjà, ça, on pourrait enlever quelques bluffs, mais j'ai pas envie d'enlever des bluffs parce que bah pour voir un petit peu avec des bluffs ce que ça donne. Et bah s'il y a pas de bluff, du coup, on est encore pire et on est encore dans un spot plus pourri, donc ça sera facile d'analyser derrière. Donc du coup ici, on a la range de check raise de la big blind. Donc on va regarder quelle est notre équité par rapport à cette range de check raise. Et du coup, bah, par rapport au cote, tout simplement au cote du pot, on va voir si notre As-Roi, on doit payer. Donc là, avec As-Roi, face à cette range de check raise, on est à 40%. Sachant que mathématiquement, on doit être ici, on a les pot odds, donc les cotes, on doit être à 19% d'équité pour pouvoir call, car il fait un check raise tout petit. Donc ici, c'est un call super facile par rapport à cette range là. Maintenant, si on enlève pas mal de bluffs, donc si on enlève toutes les gutshots et qu'on enlève quelques combos suités, on va garder des bluffs, mais on va garder, je vais garder juste, alors tac, que je ne me trompe pas, on va garder juste J10 de carreau, et on va enlever plutôt le J8. Donc ça, on va garder une range un peu plus tight, du coup, et on va voir ce que ça va donner. Du coup, ça change totalement les choses. Là, ici, on a les cotes, mais on est vraiment tout juste, on est vraiment au seuil pour coller. Donc, c'est pour ça que voilà, c'est super important d'analyser les ranges de check raise de nos adversaires et d'analyser ce qu'il peut avoir. Si elle est pas bonne, bah forcément, ça change énormément de choses. Maintenant, comme on s'est mis dans le brouillard au flop, au turn, on sait pas trop ce qu'il va faire. Est-ce qu'on le met plus loose que ça? Est-ce qu'on le met plus tight? Je sais pas. Quoi qu'il arrive, même si on met une range ultra tight, j'enlève As 10 off, je mets juste un As Valet off qui s'est perdu. On va être à 16%. Donc là, ici, on n'a plus les cotes. Donc ici, c'est un fold. Mais bon, je pense qu'on doit quand même laisser quelques bluffs. Et en laissant quelques bluffs, on est obligé, un petit peu obligé de call avec notre combinaison, sachant qu'après, bah, river, ça va être très dur à jouer. Donc maintenant, on se retrouve dans un spot où on a payé la turn et on se retrouve river en touchant le roi de cœur. Donc je crois que j'ai pas mis le roi de cœur, donc on va le mettre ici. Voilà, comme ça, après on pourra essayer de calculer. Donc ici, notre adversaire nous fait tapis et nous, en cote, on a 32%. Il faut qu'on ait 32% d'équité pour que notre call soit bon, en tout cas soit à une EV, EV 0.
Donc en gros, si on a plus d'équité que 32%, donc si on a 35% d'équité, ben on fait un call EV+, c'est-à-dire qu'on va gagner de l'argent sur le long terme, même si peut-être on va perdre la main ici. Et par contre, si on estime que notre range ici est à 25-26%, bah c'est un call EV-, du coup, faut pas le faire parce que globalement, en payant, on va perdre de l'argent. Alors maintenant, il faut revenir à nos ranges et essayer de déterminer une range de push de notre adversaire. Donc la range de check raise, elle était ici. Elle est peut-être discutable, elle est peut-être large. Moi, j'ai estimé que la range de push de la big blind, elle était quand même relativement tight et il allait pas bluffer toutes ses combinaisons. Maintenant, j'ai laissé juste les deux combos draw qu'il avait, qu'il a peut-être pas forcément envie de lâcher parce qu'il a mis beaucoup d'argent avec 18 de carreau, 8-6 de carreau. Et malheureusement pour lui, bah, il a rien touché. Du coup, il va vouloir les bluffer. J'ai laissé un AJ off, As-10 off qui, bah, sait pas trop quoi faire avec et il sait pas s'il valorise, mais bon, il va quand même enlever le tapis parce qu'il va mettre de la pression. Et j'ai gardé les gros As suités avec le flush draw. Bah, ça me paraît cohérent. Après, j'ai mis tous les sets. Il y a pas mal de joueurs qui vont pas forcément miser tapis pour value, tous ces sets. Après, bon, c'est un tournoi bounty. Bon, lui ne peut pas prendre le bounty, mais bon, il s'estime aussi de temps en temps à être payé un peu plus light, un peu plus loose. Parce que bah, Nico, s'il élimine, il peut prendre de l'argent tout de suite. Il peut prendre donc il peut prendre 2,25€ tout de suite en l'éliminant. Donc voilà, ça peut aussi l'inciter à vouloir valoriser tous ses sets. Donc ça c'est une range, pareil, elle est discutable, mais on va voir comment As-Roi joue par rapport à cette range là. Et ici on est à 24%. Donc ici, par rapport au code du pot, on ne doit pas payer. Donc c'est un fold, sur le long terme, on va perdre de l'argent. Maintenant, une dernière chose importante, c'est que on est dans un tournoi bounty. Et les codes sur un tournoi bounty, ce sont pas les mêmes que sur un tournoi classique. Alors je m'explique, on fait un tournoi bounty, on a l'uppercut, on paye 4,50€ qui va dans le price pool principal, on a 4,50€ qui vont dans les bounty. Et on a directement sur notre tête 2,25€. Donc c'est-à-dire que quand on se fait éliminer, bah, notre adversaire il prend ses 2,25€. Donc ici là Nico, quand il paye, s'il élimine le joueur, il va prendre 2,25€. Donc ça en fait ça représente, c'est 2,25€, donc c'est quasiment un quart, on va compter un quart pour que ce soit plus simple, c'est quasiment un quart du buy-in. Donc là c'est 2,25€, c'est 25% du buy-in. Le buy-in fait 10€, donc c'est logique. Excusez-moi, je bug un peu. Je voulais juste parler du nombre de jetons. En fait, on va faire le rapport entre la valeur du bounty et le nombre de jetons qu'on a eu au départ. Donc au départ de l'uppercut, on a 20 000 jetons. Ça, les 20 000 jetons, ils représentent les 10€ qu'on a investis. Donc le quart de ça, ça représente 5 000 jetons. Donc ici, on peut rajouter 5 000 jetons supplémentaires à la cote du pot pour calculer notre équité qu'on veut avoir. Donc tout simplement ici, le pot, au lieu qu'il fasse 28 300, eh ben, il fait 5 000 de plus, il fait 33 300. Ça, c'est un truc super important à savoir, c'est que quand on a un bounty sur la tête d'une personne, on peut ajouter la valeur du bounty par rapport au stack de départ. Donc là, si je fais le calcul, donc ici, j'espère que vous voyez bien. Normalement, j'avais réglé pour que ça soit pile poil dans la fenêtre. Voilà, c'est ça. Donc au lieu d'avoir les 28 300, on a 33 300. Donc 33 300, ça donne ça. On divise par la mise qu'il a mis, donc c'est à peu près 13 500, ce qui nous donne du 2,46 contre 1. Donc ça, pour calculer après l'équité, donc c'est en pourcentage, ça devient 1 divisé par 2,46 plus 1, donc c'est 3,46. Donc là, l'équité qu'il faut avoir ici dans ce spot, vu que c'est un bounty, il faut qu'on ait 29% d'équité. Maintenant, on va regarder ce qu'on a sur Poker Equilab, bah on les a pas. On a que 25% par rapport à la range qu'elle a assigné. Maintenant, s'il bluff plus, bah forcément, s'il bluff son 18 off, son J8 off, on va avoir un call parce qu'on devient super favori. Donc c'est dur à dire. Le spot river est très compliqué. Est-ce qu'il va bluffer souvent? Est-ce qu'il va pas bluffer souvent?
Ça, c'est que les reads qu'on peut avoir sous le joueur, qui va nous permettre en fait de prendre la meilleure décision. Le problème, c'est qu'on est en début de tournoi. Avoir des reads solides sur un joueur, c'est super compliqué. Est-ce qu'il est capable de bluffer, sachant qu'on est au début de tournoi? Est-ce qu'il est capable de mettre 80 blindes comme ça avec hauteur 10? C'est dur à dire. J'aurais tendance à le mettre sur peu de bluff et beaucoup de value. Et les seules mains en value qu'on domine beaucoup, bah, c'est les As-9. On a chaté, comme j'avais dit au début de la première vidéo, le roi de cœur, ça change pas fondamentalement les choses, parce qu'on chatte juste sur As-9, et toutes les autres mains, bah, tous les 7X seront toujours devant. De temps en temps, bah, il a aussi 9-9 dans sa range, il a quelques foules. 7 et 9 aussi, c'est dans sa range, donc il y a des mains très fortes. Après, voilà, il est capable de... il a pas roi 9, donc ça c'est pareil, on chatte pas sur roi 9 parce que je pense qu'il y a pas roi 9 dans sa range de check raise à la turn. Ça paraît un peu ambitieux, on va dire, qui check raise roi 9 dans ce spot-là. Donc river, ça paraît être un fold si on lui choisit une range assez tight. Voilà. Donc j'espère avoir été assez clair là-dessus et avoir un peu étayé mon intervention de jeudi. J'avoue que moi c'était pas facile comme exercice d'essayer d'expliquer une vidéo avec Poker Equilibre. C'était la première fois que je le faisais et surtout essayer de bien montrer les différences de range en fait, ce qu'elles peuvent nous apporter en termes de stratégie. Ici, Nico, voilà, il s'est retrouvé dans un spot très compliqué parce qu'il a fait une erreur au flop. Ça, je pense que voilà, j'espère que ça vous a convaincu que voilà, d'avoir ces bêtes à ce point dans ce spot, ça vous met dans une galère pas possible, turn et river, parce que voilà, on est un peu dans le brouillard, on sait pas ce que fait notre adversaire, et on sait pas si c'est un bon fold ici d'avoir foldé deux paires ici, parce que Nico a décidé de folder, ce qui est voilà, probablement un bon fold, mais voilà, je pense qu'il aurait pu aller au showdown en checkant le flop, en payant la mise turn de notre adversaire et en payant la mise river. Il aurait perdu sans doute un peu moins déjà au niveau des tailles de mise. Et il aurait aussi pu prendre un pot de temps en temps sur quelques bluffs. Voilà, maintenant le pourcentage de bluffs qu'a notre adversaire, c'est dur à juger. Et Nico a pris l'option tight de folder, mais je pense que c'était la bonne.